Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. T'as plus de 200 appartements, t'as 2 enfants qui sont très jeunes encore. C'est un peu bizarre de leur expliquer ça, enfin c'est pas tout le monde. Ils sont à l'école. Comment tu gères ça? Est-ce que je suppose que s'ils disent à leurs camarades, mon papa il a 200 appartements, personne ne va les croire. Comment tu gères ça en fait? Ouais, c'est vrai que je me suis jamais posé la question de savoir si quelqu'un allait les croire ou pas. En fait, c'est une bonne question parce que je ne sais pas s'ils savent combien d'appartements j'ai. Je pense pas. Ils n'ont jamais posé la question, donc ça arrivera probablement progressivement. Mais en fait, jusqu'à maintenant, ça s'est géré assez naturellement puisque l'immobilier a commencé avant qu'ils arrivent, donc ils sont nés dedans. Donc pour eux, c'était logique et ils ont fait des visites avec moi ou leur maman. Donc ils ont fait des états des lieux, d'entrée, de sortie. Donc ça a toujours été un petit peu un jeu pour eux. Donc c'est quelque chose qui fait partie de leur vie de tous les jours. Les enfants, ils s'adaptent facilement à tout, que ce soit le positif, le négatif. Et en fait, pour eux, c'est juste quelque chose qui est normal et qui est habituel. Après, je ne me suis jamais posé la question de savoir s'ils en parlaient avec leurs amis à l'école, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est pas... J'ai pas anticipé forcément cette question-là. Je ne les ai pas préparés à ça. J'aime bien que ça se fasse plutôt naturellement pour eux. Ils sont encore relativement jeunes. Le plus âgé a 11 ans. Donc c'est encore pas des sujets qui sont forcément... très, très important pour eux, mais j'essaye de les préparer parce que ce que j'ai construit, le but, c'est de leur transmettre à un moment donné. Donc j'essaye de les préparer et de leur donner une certaine affinité avec l'immobilier pour que ce soit quelque chose de logique à un moment pour eux de reprendre ça. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que quelque part, tu leur as mis une normalité qui est complètement folle. C'est-à-dire, c'est normal de gérer des immeubles, de faire des états des lieux, d'acheter, de vendre, etc. Et je trouve ça incroyable dans les deux sens. C'est-à-dire que parfois, souvent, on met nous-mêmes des limites à nos enfants, ou au contraire, on leur ouvre complètement des possibilités. Et là, du coup, ce que tu as fait, c'est assez fou. On a beaucoup parlé de croyances limitantes dans d'autres épisodes. Et effectivement, en fait, quand on se rend compte que c'est nous qui mettons les croyances à nos enfants, ça fait évoluer beaucoup de choses. On le fait de façon inconsciente. Là, tu vois, c'est pas fait de façon consciente de normaliser cette situation, mais c'est juste que les enfants trouvent n'importe quelle situation qu'ils vivent au quotidien normale, aussi bonne ou mauvaise soit-elle. Et donc là, c'est vrai que pour eux, c'est quelque chose qui est juste normal. En fait, s'arrêter sur le trajet de l'école pour aller visiter un appartement, c'est quelque chose qu'ils ont connu. Et qui est normal pour eux. Mais je trouve que ton point sur les limites qu'on met à nos enfants est vraiment, vraiment intéressant. On en a parlé souvent ensemble, de voir comment on peut essayer de prendre conscience des limites qu'on est en train de mettre en place dans la tête de nos enfants, de par nos propres limites, soit parce qu'on les a acceptées et qu'elles viennent de la société ou qu'elles ont été transmises par notre famille. Et donc je trouve que de prendre conscience de ça et d'essayer de travailler dessus pour leur implanter des croyances qui soient les plus positives possibles, c'est leur faire un cadeau extraordinaire, bien plus que n'importe quel cadeau d'argent, de leur donner ce mindset-là. Je peux te donner des exemples, et puis je sais que toi, tu as beaucoup réfléchi là-dessus. Tu n'as pas d'enfant aujourd'hui, mais tu as les idées très claires là-dessus. Moi, ça ne vient pas de moi. Et tout ce que je vais partager là, c'est des choses que j'ai copiées à droite, à gauche, parce que j'ai entendu ça et j'ai trouvé ça intéressant. Et il y a notamment un exercice que je fais maintenant, alors pas tous les jours, mais presque, quand j'ai mes enfants, c'est de les féliciter de s'être plantés, d'avoir raté quelque chose. Puisque moi, j'ai été élevé, et je ne critique pas du tout mes parents là-dessus, c'est une culture classique où on est dans la culture du succès, de devoir réussir. L'école nous emmène un petit peu dans cette direction-là, d'avoir des bonnes notes, mais on ne nous apprend pas à rebondir sur les échecs
à apprendre de ses échecs. On ne nous apprend pas qu'en fait, se planter, c'est génial, puisque c'est là qu'on apprend le plus. Et donc, j'essaye d'amener ça. J'avais dû entendre ça d'un Américain, je pense, parce que c'est vraiment l'état d'esprit et la culture américaine. J'essaye de célébrer chacun des échecs de mes enfants. Donc, chaque jour, je leur demande quelque chose qu'ils ont réussi et qu'ils ont bien aimé dans leur journée, puisque j'essaye de leur faire prendre conscience qu'il y a quand même beaucoup de positifs. On a vu souvent que notre cerveau nous emmenait plutôt vers le négatif, donc c'est intéressant de faire ça. Et puis après, j'essaye de leur demander, enfin j'essaye pas, je leur demande à chaque fois qu'est-ce que vous avez raté, et moi je leur dis ce que j'ai raté ce jour-là, puisqu'il y a toujours un jour où il y a quelque chose qu'on a raté ou qu'on aurait aimé faire mieux, et on célèbre ça. Ça veut dire qu'on est content de partager ça, et c'est génial parce qu'ils prennent conscience que c'est pas grave de se tromper, et qu'on peut, sur la base de cet échec, rebondir et la prochaine fois faire mieux, et donc progresser. Et j'aurais aimé, quand j'étais enfant, qu'on me mette dans ce mindset-là, puisque c'est quand même beaucoup plus facile d'affronter les difficultés de la vie, puisqu'il y a des difficultés pour tout le monde, si on a été préparé depuis le plus jeune âge à ce que l'échec soit normal, se tromper soit normal, se planter soit normal, et que ce qui soit important, c'est comment on réagit après ça et comment on remonte. Donc voilà, c'est un petit exercice que je fais avec eux. Ça me fait penser à une histoire. C'était Valéry Giscard d'Estaing qui avait été élu président. C'était dans les années 70 du coup. Et c'était à l'époque le plus jeune président de la Ve République. Je crois qu'il avait 40 ou 41 ans. Je me trompe peut-être, mais j'ai ça en tête, je me trompe peut-être de quelques années. Et en fait, il s'était fait battre en 1981 par François Mitterrand. Et c'est là où il y avait la fameuse scène où il pousse son siège et il dit au revoir et il s'en va. Je ne sais pas si tu vois cette image, en fait, c'est assez célèbre. Et c'est vrai que c'est pas ton truc. Et en fait, j'avais vu un reportage là-dessus. Après, il était sorti de l'Élysée sous les crachats. Il y avait des gens qui lui avaient craché dessus quand il sortait de l'Élysée lors de la passation de pouvoir. Et en fait, le reportage que j'avais vu là-dessus disait, à ce moment-là, pour cet homme-là, qui était quelqu'un de très brillant, qui était polytechnicien, etc., c'était le premier échec de sa vie. C'est-à-dire qu'il avait tout réussi. Il avait eu un parcours, boum, il était arrivé président de la République à 40 et quelques années. Et là, il s'était représenté, il s'était fait battre et il était complètement déboussolé parce qu'il ne connaissait pas. Et ça me fait penser à ce que tu dis justement des tout petits échecs du quotidien, en prendre conscience, voir ce qu'on a appris. Ça permet peut-être justement de ne pas perdre pied quand on prend un gros échec, ce qui nous arrivera à tous un jour ou l'autre. Et donc cet exemple-là, tu vois, si les parents de Valéry Giscard d'Estaing avaient fait ça, il aurait peut-être mieux réagi à ce moment-là. Complètement. Et moi alors, toute proportion gardée avec Valéry Giscard d'Estaing, mais j'ai été élevé plutôt dans la récompense du succès et la réussite. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire, mais quand on n'est que là-dedans, l'échec est très compliqué à accepter, ou quelque chose qui se passe mal est très compliqué à accepter. Et encore aujourd'hui, c'est des défauts inconscients qui sont implantés profondément. Donc j'essaye de faire en sorte que mes enfants n'aient pas ça. Et malheureusement, on voit qu'il y a peu de personnes qui vont dans cette direction-là, puisqu'on a plutôt tendance à pousser nos enfants à faire mieux, à avoir les meilleures notes à l'école et tout ça. Et effectivement, il faut le faire, mais on leur induit une pression vis-à-vis du succès qui est énorme, alors qu'à mon avis, la meilleure... c'est un peu paradoxal, parce qu'on aime nos enfants, donc on n'a pas envie qu'ils se plantent, mais si on prend un peu de recul, on doit être conscient que de toute façon, ils vont se planter. Quel que soit ce qu'ils vont faire, ils vont avoir des échecs, ils vont se planter. Et donc la meilleure chose qu'on peut leur donner, c'est avoir la boîte à outils nécessaire pour rebondir quand on se plante, puisque on se plante tous un jour, comme tu l'as dit, et si on n'a pas appris à le faire et à se relever, à rebondir, l'échec peut être vraiment traumatisant et peut être destructeur, quoi. Ouais. Alors qu'il peut être constructeur, ouais, ça sonnait bizarre, mais l'échec peut être constructeur si on le prend à l'inverse et qu'on le prend comme une façon d'avancer. C'est jamais agréable de se planter pour personne, mais au moment, l'état d'esprit qu'on a après peut tout changer va tout changer sur le long terme. Moi, j'ai un problème, mais j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. J'ai remarqué que ce qui m'a fait le plus progresser dans ma vie, c'était justement les difficultés, les échecs. Et donc, pour mes enfants, que je n'ai pas encore, mais que j'aurai, j'espère, un jour, je suis partagé. J'ai envie d'un côté de les protéger et de leur faciliter la vie. Je n'ai pas envie qu'ils vivent un certain nombre de désagréments que j'ai dû vivre, que j'ai dû traverser. Mais
je sais que, heureusement que j'ai vécu ça parce que ça m'a formé, ça m'a fait grandir et je me suis amélioré grâce à ça. Et donc, d'un côté, j'ai envie de leur faciliter la vie, mais de l'autre côté, j'ai envie de leur faire traverser un maximum d'épreuves pour qu'ils en sortent grandis, qu'ils en soient des meilleures personnes. Est-ce que tu as réfléchi à ça? Comment tu gères ce... Ouais, j'ai le même dilemme et j'ai pas de réponse à cette question. Je pense qu'il n'y en a pas. Et c'est pour ça que la meilleure réponse pour moi, c'est de leur donner les outils pour réagir au mieux et avoir le bon mindset quand ils vont avoir des échecs, parce que ça arrivera. Et finalement, oui, c'est mes enfants, je les aime, j'ai pas envie qu'ils se plantent, mais à partir du moment où on a compris que les personnes qui réussissent, encore une fois, on peut parler de différentes réussites, mais en tout cas, les personnes qui s'épanouissent dans leur vie sont celles qui savent toujours voir le positif dans l'échec, rebondir, avancer. Et ben finalement, j'ai envie que mes enfants ils se plantent, mais j'ai envie qu'ils se plantent avec les bons outils pour savoir avancer correctement. Et donc, en tant que parent, je pense que c'est compliqué de trouver cet équilibre entre les protéger, parce que c'est la solution de facilité au final. En fait, quand on les protège, c'est nous qu'on protège, puisqu'on se protège d'inquiétudes futures ou de choses comme ça. C'est, je pense, une réaction super égoïste, encore une fois inconsciente, mais relativement normale. Et en fait, en tant que parent, il faudrait peut-être plutôt souhaiter qu'ils se plantent fort et qu'ils se plantent le plus tôt possible, en leur ayant donné les outils nécessaires pour rebondir, pour qu'ils puissent justement mettre en place ce process d'amélioration continue et progresser en permanence. Et je pense qu'il y a très peu de monde qui est prêt à entendre ça vis-à-vis de ses enfants, quoi. J'ai un autre point. Il y a, si on prend le terme gosse de riche, il y a toujours quelque chose que j'ai compris et que j'ai eu du mal à faire comprendre à certains de mes interlocuteurs, c'est que un gosse de riche, même s'il n'a pas l'argent et que c'est l'argent de ses parents, il ne peut pas expérimenter le niveau d'insécurité qu'un autre a. Je m'explique. Imaginons, on a deux enfants, il y en a un gosse de riche et l'autre qui ne l'est pas. Imaginons que les parents n'aident pas forcément et donc les deux vivent avec, sont étudiants par exemple, ont quelques centaines d'euros par mois avec un petit job à côté, etc. Il y a un niveau de manque d'argent pour les deux. Mais le gosse de riche, inconsciemment, il sait qu'au fond, il y a une sécurité qui est là derrière. C'est-à-dire que si vraiment il y a un gros problème, il y aura toujours une aide qui pourra arriver. Et puis qu'au bout du bout, même si ce n'est pas forcément conscient, mais il y a quelque part un patrimoine familial, donc un héritage. Il y a quelque chose comme ça. Alors que celui qui n'a rien, qui sait qu'en fait ses parents, s'il lui arrive quelque chose, on ne peut pas l'aider. Il n'y a rien à faire. Et qu'en plus, il n'y aura pas d'héritage. Ce niveau d'insécurité-là, un gosse de riche ne pourra jamais l'expérimenter. Alors je dis gosse de riche, c'est un propos péjoratif, mais c'est pour grossir le trait. Toi, tes enfants, justement, avec ce niveau de patrimoine, ils savent très bien que, concrètement, ils vont tellement hériter qu'ils n'auront, s'ils n'ont pas envie, ils n'ont aucune raison de travailler un jour de leur vie. Est-ce que, justement, comment tu gères ça? Est-ce que tu y as réfléchi? Alors oui, j'y réfléchis. Déjà aujourd'hui, ils sont trop jeunes pour avoir conscience de ça, donc c'est quelque chose qui arrivera dans quelques années, mais c'est forcément une question qu'on se pose. Alors il y a plusieurs façons de gérer ça. On peut le faire un petit peu à la Shaquille O'Neal, qui va dire moi de toute façon les enfants je leur donne rien, ou alors faire ça de façon plus classique et leur transmettre l'ensemble du patrimoine. Je suis jamais fan des extrêmes, donc il y a sûrement quelque chose entre les deux à trouver. En fait, ce que j'essaye de favoriser pour l'instant, puisqu'ils sont dans un âge où il faut qu'ils explorent leur passion pour savoir un petit peu ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc j'essaye de les faire, de ne pas mettre de pression sur une réussite sociale, mais d'essayer de comprendre ce qu'ils aiment faire pour les orienter dans cette direction-là. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un fils, il aura le temps de changer. Mais mon grand-fils me dit « j'ai envie d'être chocolatier ». Et ben c'est génial, j'adorerais qu'il devienne chocolatier si c'est sa passion. Je suis honnêtement pas convaincu aujourd'hui que ce soit sa passion, mais en tout cas, aujourd'hui, il a ça en tête. J'adorerais qu'il fasse ça et je vais surtout pas le freiner ou lui dire « ah mais non, c'est un métier manuel, il faudrait mieux faire des études pour aller dans telle direction ou telle direction ». Et ma façon de gérer les choses, ce sera plutôt d'être là en lui disant « voilà,
j'aimerais qu'il soit plutôt entrepreneur. Maintenant, s'il veut faire autre chose, ce sera à lui de choisir. Mais s'il décide effectivement d'être chocolatier, je vais essayer de le challenger et pas d'être le petit chocolatier du petit village, mais d'essayer d'avoir une ambition un petit peu plus élevée, d'avancer. Et je vais pas lui donner d'argent, mais faciliter son développement s'il souhaite s'installer, s'il souhaite mettre des choses en place. Sur l'héritage du patrimoine, j'ai pas encore décidé complètement. On a eu pas mal de discussions ensemble là-dessus. Moi, je sais pas si c'est faisable, je sais pas où, je sais pas comment, je me suis pas encore posé les questions. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est pouvoir rester maître, même après ma mort, de ce que j'ai construit. Ça paraît très arrogant comme ça l'est pas du tout. C'est qu'en fait, je pense que, j'ai plus la citation exacte, mais je pense que toi, tu vas la voir. On dit les générations fortes créer de la richesse, qui crée des générations de plus en plus faibles et qui dilapident la richesse jusqu'à créer de l'inconfort qui vont recréer des générations fortes. Et je pense que c'est un mécanisme qui est permanent. C'est ce que tu disais avec le terme gosse de riche avant. C'est malheureusement très rare de voir des gosses de riches qui ont le couteau entre les dents pour à tout prix développer une activité. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y en a pas qui réussissent, mais en tout cas, ils n'ont pas la même hargne chevillée au corps que d'autres personnes. Ce que j'aimerais bien pouvoir faire, c'est essayer d'éviter ça au mieux pour ma famille et les personnes qui arriveront après. Alors je sais que j'y arriverai pas complètement, puisqu'ils auront un niveau de sécurité qui fait que ça les incitera pas forcément à avoir cette hargne dont on parlait. Mais j'aimerais qu'ils ne puissent pas dilapider ou profiter de ce qui a été construit sans contrepartie. Donc j'aimerais pouvoir avoir la main sur la façon dont ils pourront utiliser cet argent-là et qu'ils ne puissent utiliser par exemple que les intérêts du patrimoine qui a été construit. Et donc en France, je ne sais pas si c'est possible, il y a des pays où c'est possible de faire des sortes de trusts et donc de mettre en place un certain nombre de règles en fonction de l'âge de ces enfants pour essayer de protéger ça. Mais encore une fois, je pense que la meilleure façon de faire, c'est surtout d'essayer de leur donner le bon mindset. Et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses là-dessus quand ils sont jeunes. Après, la vie les emmènera dans une direction ou dans une autre et on ne pourra pas forcément les influencer plus que ça. Oui, une phrase que j'aime beaucoup, je ne sais plus de qui elle est, c'est peut-être de Warren Buffett, mais je ne suis pas sûr. C'est « il faut donner suffisamment d'argent à ses enfants pour leur permettre de faire ce qu'ils veulent, mais pas tellement qu'ils n'aient rien à faire ». Et j'aime bien ce côté de dire, voilà, ça permet de débarrasser de certaines contraintes et d'avancer et de faire des choses, mais pas de rien faire. C'est l'oisiveté, je pense que c'est la pire des choses, ça permet aucun développement, aucune progression, et c'est ce qu'il faut absolument éviter. Complètement. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.